attention, attention. Sans haine, sans armes et sans violence, c'est bien ce qu'a fait Dominique là-bas. Et nous, on est de résistance en désobéissance aussi avec elle. Sans haine, sans armes, sans violence, de résistance en désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens. Je m'appelle Dominique Henry. Avec mon syndicat, la Confédération Paysanne, on est allé démonter la salle de traite de l'usine d'Émile Vache. Voilà, donc on était bien dans une action syndicale, revendiquée, non violente. On a vraiment fait attention de rien casser, on a démonté proprement. Parce qu'on a fait attention, on a tout mis dans des cartons, enfin voilà. Et donc cette action, elle était revendiquée. Et sur place, il y avait une cinquantaine de paysans qui ont revendiqué l'action, qui ont donné leur carte d'identité à la police. Et ils avaient ordre d'arrêter 4 personnes seulement, dont moi. Donc voilà, j'ai fait partie des 4 personnes arrêtées. Donc j'ai subi une garde à vue dure quand même, parce que on m'a mise au cachot, on me sortait pour m'interroger. Pour les transports, j'avais des menottes, enfin, j'étais menottée, j'avais 3 policiers autour de moi avec des gilets pare-balles. Enfin, je me disais à un moment donné, j'ai dû commettre un infanticide parce que les gens qui me voyaient passer dans la rue, c'est ce qu'ils devaient penser, c'est pas possible, ils ont vraiment sorti le grand jeu. Et je pense que là, c'est clair que c'est pour faire peur, pour impressionner, quoi. C'est vraiment ça. Et même dans les termes utilisés, alors les termes, c'est incroyable parce qu'il n'y a aucune reconnaissance de l'action syndicale, c'est action en bande organisée. Évidemment qu'on a une bande organisée, on est un syndicat, on n'est pas une bande organisée, hein. Donc on va s'organiser comme syndicat pour mener une action, c'est logique. Et vol en réunion, en fait, il y a un paysan qui est arrivé et qui a mis dans sa côte, il avait déjà des petites vis et des boulons de sa ferme, et il a rajouté quelques vis et boulons dans sa côte. Et donc ils ont pu nous mettre en vol organisé pour ça. Voilà. Et c'est quand même incroyable, mais c'est la réalité. Et moi, on m'a parlé de complices. Alors, j'avais pas des camarades syndiqués, j'avais des complices. Et quand je suis sortie, le juge m'a dit, si vous rencontrez vos complices, c'est immédiatement la prison de nouveau. Donc il voulait vraiment me faire peur. Donc voilà, de syndicats, on passe à délinquants, voire terroristes. Nous, c'est comme ça qu'on a été traités vraiment, hein. C'est quand même incroyable. Et le summum de ça, c'est le fichage ADN. Parce que pendant ma garde à vue, on a voulu prélever mon ADN. Alors, pour moi, cet ADN, c'est quand même le super fichier. Voilà, ici, l'ADN sert à retrouver des délinquants sexuels et des criminels, c'est très bien. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous, ça? Parce que nous, en fait, on a été reconnus lanceurs d'alerte par le tribunal d'Amiens. Donc qu'est-ce qu'on a à voir dans un fichier? Moi, je ne vais pas entraîner pour 40 ans, parce que mon ADN serait resté 40 ans, mes frères et sœurs, mes enfants, mes petits-enfants dans ce fichage ADN avec des délinquants et des criminels sexuels. C'est pas possible. En plus, on sait maintenant qu'on peut faire parler ce fichier, on peut lui faire dire nos caractéristiques physiques, ethniques, etc. Donc on ne sait pas qui peut s'en emparer pendant ce temps-là. Et on a déjà vu, avant la Seconde Guerre mondiale par exemple, les fichiers d'étrangers, d'agitateurs, de communistes étaient prêts, hein. Donc quand le régime de Vichy est arrivé, tout était prêt pour trouver les agitateurs. Et voilà, dernièrement, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour fichage abusif, disant que ça n'est absolument pas nécessaire dans une société démocratique. Donc, il est temps de se poser des questions à ce sujet et de mettre le problème à plat. Voilà.
Donc je m'appelle Julie Richard, j'ai participé à une action de décrochage d'un portrait d'Emmanuel Macron dans une petite mairie dans le cadre d'une campagne qui a été lancée au niveau national par ANV COP21, donc ANV pour Action non violente, et dont l'objectif était d'aller décrocher en mairie 125 portraits d'Emmanuel Macron. Alors pourquoi 125? Parce que ça correspond au jour du dépassement, en fait, c'est-à-dire le nombre de jours nécessaires à la France pour consommer l'ensemble des ressources produites par notre environnement sur une année. Et donc le but de cette campagne, c'était de mettre en évidence l'inaction du gouvernement en matière environnementale. On a eu beaucoup de déclarations et très peu de mesures de prise, et cette campagne, elle venait dire voilà, où est Macron? On voulait aussi se montrer par ce mur vide l'absence de notre gouvernement sur ces questions. Donc ces actions de décrochage, elles ont eu lieu un petit peu sur tout le territoire. On a, nous, un consensus d'action qui est non violent, autrement dit, c'est-à-dire quelles que soient les actions de décrochage, on rentre en mairie, on explique le sens de notre action, on y va à des visages découverts, en expliquant qui on est, et le but étant de décrocher le portrait de Macron pour pouvoir l'emmener après, alors soit sur le terrain, dans des lieux qui seraient, par exemple, particulièrement menacés, pour essayer de montrer à notre président la réalité de terrain et l'urgence écologique, ou aussi pour l'emmener sur des lieux de mobilisation, comme ça a été le cas lors du G7 à Bayonne. Alors, il faut savoir que sur ces actions-là, il y a eu des réponses quand même assez fermes, dans la mesure où il y a plus de 60 personnes qui ont été poursuivies par la justice pour ces actions de décrochage. Il y a eu, je crois jusqu'à aujourd'hui, 17 procès, soit qui sont déjà tenus, soit qui sont programmés, et qui a en gros, les condamnations qui peuvent être encourues vont jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Alors pour l'instant, on a eu plutôt des amendes avec sursis, je crois qu'il y a eu une amende ferme, et on a eu comme une décision courageuse du tribunal de Lyon, où les personnes prévenues ont été relaxées au nom de l'état de nécessité. C'est-à-dire que le tribunal a reconnu l'urgence en matière environnementale et a reconnu aussi l'absence de dialogue social sur ces questions qui justifiait du coup ces actions de désobéissance civile. Donc c'est une grande première, et puis j'allais dire bien évidemment ça vient nous conforter aussi dans ce sentiment de légitimité à alerter sur ces questions-là. Pour autant, ce qu'on voit quand même à travers le nombre de procès qui va se tenir, ou qui s'est déjà tenu, c'est qu'il y a une vraie logique de répression. Alors même si on voit que la justice quand même ne suit pas toujours, heureusement, dans cette direction-là, mais dans la mesure où nous, ne serait-ce qu'ici sur Besançon, on a 4 personnes qui ont été auditionnées par les services de gendarmerie et qui risquent des poursuites judiciaires, donc qui sont en attente de savoir si elles vont être poursuivies ou non. On a aussi des militants qui vont être appelés par les renseignements territoriaux en soirée pour avoir des informations, ou en tout cas voilà, on ressent cette pression-là et ces mesures qu'on peut clairement percevoir comme une forme d'intimidation. Je dois dire aussi qu'on a des discours, je pense au discours de Monsieur Fousseret, qui a qualifié cet acte d'anti-républicain le jour même, qui viennent comme ça tenter de disqualifier ce qu'on fait sans même écouter le sens du message qui est porté, puisque nous, pour nous, clairement, oui, c'est une action de désobéissance civile, mais on a à cœur aussi de rester dans un cadre non violent avec un message clair, et il me semble que c'est justement s'inscrire dans le jeu démocratique que de pouvoir assumer ce genre d'action. Voilà. Donc, voilà, quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire ces dernières décisions aussi de la justice, elles vont renforcer notre détermination et notre sentiment de légitimité à pouvoir agir sur ces questions. Donc Toufik de Planoise, prolétaire, militant politique syndical et correspondant local de presse pour Factuel Info à Besançon. Donc je vais parler de mon expérience avec la police à travers mes activités d'information. Et ma première garde à vue qui était en 2006 ou 2007 je crois, donc
J'ai été interpellé premièrement par la police pour simplement avoir couvert un incendie de véhicule sur mon quartier. J'avais 16 ans à l'époque, c'était simplement voilà, pour rendre compte de l'actualité, donc à l'époque sur macommune.info. C'était déjà une première expérience un peu difficile. Et mes activités militantes continuant, c'est vrai qu'étant encore présent sur ce genre d'actualité entre guillemets chaude, en particulier les manifestations, la répression s'est accentuée. Voilà, premièrement en 2016 avec l'opposition à la loi travail, où j'avais été frappé par un policier qui me connaissait déjà à travers ses activités d'information. Ensuite et surtout, il y a eu les Gilets jaunes, donc en 2019, le 12 janvier, où j'avais déjà été interpellé par des policiers de la BAC, qui n'en sont pas restés là, puisque après cette épreuve-là, au cours de la manif, il y a surtout eu, lors de la dispersion, des menaces de mort réitérées et des tirs au LBD, au lanceur de balles de défense, occasionnant donc un blessé collatéral. 14 points de suture, ce qui n'est quand même pas rien. Entre-temps, donc, j'avais appris aussi que j'étais fiché S, voilà, pour mes opinions uniquement, ce qui se traduit au quotidien par des démarches administratives qui sont plus compliquées, des interpellations aussi à l'aéroport, des auditions un peu plus soutenues. Voilà, globalement, je tenais aussi à dénoncer ce contexte sécuritaire global, tant pour la presse que pour les manifestants, que pour en fait toute expression qui serait jugée désagréable pour l'État et pour le capital. C'est ça. Assez matraqués, vous nous empêchez pas de manifester. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part, police partout. Ben voilà, donc depuis le mouvement des Gilets jaunes, avant j'avais jamais fait de garde à vue, depuis le mouvement des Gilets jaunes, j'ai fait 4 gardes à vue, j'ai subi des perquisitions, j'ai eu de la violence policière. C'est vrai que je vois plus du tout la police de la même façon parce que avant, je la voyais comme une aide aux citoyens, mais là maintenant, c'est vrai que je suis assez... je vois la police, je me dis, qu'est-ce qui va encore se passer? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens que c'est comme ça, et ça va être de plus en plus comme ça, parce que la répression, elle est là, elle va continuer, elle fait que rien que commencer, sur tous les opposants, que ce soit... syndicats, politiques, tous ceux qui s'opposent au gouvernement, ça va être clair que ça va être de la répression comme on en subit là. Donc c'est vrai que ça bouleverse la vie et ça a des incidences partout sur la vie personnelle et c'est des choses qui sont pas faciles à vivre et donc voilà, je souhaite à personne de faire des gardes à vue parce que c'est vraiment pas agréable et on se demande ce qui se passe. On n'arrive pas à croire qu'on puisse être menacé, soupçonné, voire mettre en prison par rapport à une histoire de juste de manifester pacifiquement pour revendiquer des droits, pour avoir une vie meilleure. Voilà, et on se dit, on est encore en France, ça c'est pas si sûr. Donc voilà, donc c'est vrai que là-dessus, c'est pas simple, juste pour des manifestations. Et quand on voit aussi la façon de réagir de la police, matraquage, violence, mise à terre, gazage, on se dit, moi qui suis militant syndicaliste, j'ai jamais connu ça, à part à la loi travail. La loi travail, ça a commencé à la loi travail, la criminalisation de l'action syndicale. Et où il y a eu aussi le tournant à Besançon, c'est quand il y a eu la visite de Macron, j'avais un chasuble force ouvrière et du coup moi je me suis fait étrangler par
un policier pour que j'arrête de scander des slogans et casser un petit doigt là, juste là, par rapport à la manifestation. Voilà, donc c'est vrai que voilà, c'est impressionnant et il faut vraiment en parler, il faut vraiment dénoncer tout ça parce que c'est insupportable et si les citoyens, il y a un moment, on ne se lève pas, ben, ils n'arrêteront pas. Donc il faut arrêter de laisser faire. Voilà. Donc moi c'est Audeline, je fais partie de l'association Solmiré, Solidarité Migrants Réfugiés, qui s'est créée en automne 2016 à Besançon pour défendre le droit des familles, des personnes en exil. Et, au départ de l'association, on aidait surtout des familles en demande d'asile. En fait, on s'est retrouvés avec des enfants et leurs parents qui étaient à la rue et on s'est rendu compte que ces personnes étaient en demande d'asile dans une procédure voilà, légale et que malgré cela, la préfecture ne donnait pas de réponse d'hébergement malgré les appels au 115 réguliers, les rendez-vous à la préfecture, etc. Et donc on a mis en place des actions pour défendre leurs droits. On a été occuper des lieux pour forcer l'hébergement. On a amené des tentes pour que les personnes se retrouvent au moins avec des tentes et un minimum de soutien. Et en fait, on s'est retrouvés assez rapidement face à un discours et une position des institutions hyper fermée, à la position de la ville qui nous a dit que plus on allait les aider, plus il y allait avoir un appel d'air et que donc ce n'était pas qu'il fallait pas voilà, nous encourager dans ce sens, et aux institutions de l'État qui ne donnaient aucune réponse d'hébergement et puis même faisaient venir des équipes de police sur place pour nous dire que les familles devaient partir et qu'elles ne pouvaient pas rester comme ça. Donc les tentes étaient où devant la préfecture au début, puis régulièrement en fait la police venait pour leur dire de partir. Et donc au bout d'un moment on s'est dit bon ben on va mettre les tentes un peu ailleurs. Donc on a été à Granvelle, au parc Cuisinier, et à chaque fois la police revenait et était dans quelque chose d'hyper violent pour les personnes parce qu'elle disait faut pas que vous restiez là, sauf qu'elle n'avait aucune solution. On s'est retrouvés une matinée par exemple très tôt le matin où toute une équipe de police était là et demandait à faire sortir toutes les tentes et les affaires et à expulser une famille en centre de rétention alors que c'était une famille qui était en demande d'asile. Donc ça a été hyper violent pour les personnes mais aussi pour nous en tant que militants parce que voilà, on est là pour les aider, les soutenir et puis directement en fait on nous dit non mais en fait vous pouvez rien faire et on s'est retrouvé aussi avec donc l'affaire du bol d'air, donc un lieu qu'on a réquisitionné qui appartenait en partie à la ville, à la CIUMB, qu'on a occupé donc de septembre à mars environ. Donc c'était une réquisition parce que toutes les familles étaient à la rue. Il y avait à ce moment-là, on a aidé plus d'une centaine de familles avec des enfants qui étaient dehors et toutes les journées ils pouvaient venir manger, boire, se mettre au chaud. Et malgré cela, on a été expulsés donc par entre autres la ville qui nous a mis en justice. Et donc on s'est retrouvés nous en tant que militants à défendre le droit au logement à ces personnes et à nous rétorquer aussi au niveau de la justice que non, on devait être expulsés. Et donc bon, voilà, ça a été une violence aussi supplémentaire de se retrouver en justice et de ne pas être reconnu aussi dans le militantisme et la défense de ces personnes.
Donc je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 21 ans, je suis étudiant en travail social en formation d'éducateur spécialisé. Et le 14 février 2017, j'ai participé à une action avec d'autres militants à l'impulsion d'un syndicat solidaire étudiant à la fac. Une action qui visait en fait à interroger la sélection en master qui allait être votée dans le conseil d'administration. Donc ce conseil d'administration de la faculté de lettres à Besançon qu'on a décidé d'envahir pour demander un moratoire, donc un report du vote. Donc une action qui s'est plutôt mal passée, si j'ose dire. C'est vrai que, pas de bol, ils ont pris ça pour une séquestration. Donc on est resté 2 heures dans une ambiance plutôt bon enfant, mais derrière le président de l'université nous a envoyé la police, donc armée, avec des armures, etc. Donc on a subi une interpellation assez musclée. Derrière, moi personnellement, j'ai subi 24 heures de garde à vue dans des conditions désastreuses, mais il y a 2 autres camarades qui étaient présents qui ont subi 45 heures de garde à vue. Dans ces conditions, c'est vrai que derrière, on s'attendait à des poursuites, à des poursuites judiciaires justement pour séquestration. Les poursuites ont mis longtemps à arriver, plus d'1 an et demi sans nouvelles de cette action. Donc on était tout étonnés au printemps 2018 de recevoir chacun dans nos boîtes aux lettres des convocations au tribunal. Alors cette fois-ci plus pour des chefs d'inculpation de séquestration. Apparemment, pour moi en tout cas, ce motif d'interpellation avait été abandonné. Mais j'étais convoqué pour dégradation en réunion. Dans le même temps, on était une petite dizaine à être convoqués ce jour-là au tribunal, le 18 juin je crois, 2018. Et on nous a proposé donc une composition pénale, une alternative aux poursuites judiciaires donc le procureur nous a proposé en fait un stage de citoyenneté. Stage de citoyenneté qu'on est pas mal à avoir accepté, donc qu'on a fait. Et derrière, d'autres camarades qui n'avaient pas eu de poursuite jusque-là, en fait, ont reçu des convocations, eux, pour séquestration, pour dégradation en réunion et pour outrage et rébellion envers les agents de la force publique. Donc, alors, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont pris de la prison avec sursis, des amendes et des dommages à intérêt pour les policiers. Récemment, donc tout récemment, au mois de septembre, j'ai reçu une nouvelle convocation dans ma boîte aux lettres qui me demandait de me rendre au tribunal, donc là le 17 octobre. Voilà. Et donc j'étais très surpris parce que c'était pour les mêmes motifs que pour lesquels j'avais déjà appliqué une peine. C'est vrai qu'on a consulté un avocat on était 5 il me semble à être convoqués ce jour-là. Et donc on a été au tribunal avec nos attestations d'application de peine. Et derrière, le procureur nous a dit excusez-nous. Non, il ne s'est pas excusé, c'est vrai, pardon. Il ne s'est pas excusé. Il a dit c'est une erreur, bonne journée, au revoir. Voilà. Donc ça montre bien aussi, je pense, cette situation montre bien la violence et la répression que peuvent subir les militants pour une simple action de blocage de conseil d'administration. Action syndicale il y a quelques années qui pouvait se faire sans répression derrière, sans rien, quoi. Et ça fait partie aussi, il me semble, d'un contexte global de répression à l'échelle nationale en France, moi qui me fait peur et qui vise à criminaliser les actions militantes et syndicales en général.